Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé les travaux de la 23e séance du Conseil des ministres. Et enfin, dans l'actualité internationale, à Gaza, environ 250 Palestiniens tués dans les dernières 24 heures. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, sous la présidence du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a eu lieu ce matin la 23e séance du Conseil des ministres où 21 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La première question concernait un projet de loi portant ratification de l'accord de promotion et de protection des investissements avec la République du Rwanda. La deuxième question était relative au projet de loi portant ratification de l'accord de promotion et de protection des investissements avec le Royaume du Maroc. Écoutons le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 23e session du Conseil des ministres en ce mardi 26 décembre 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 21 questions. La première question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de promotion et de protection des investissements avec la République du Rwanda. Cet accord a pour but essentiel d'établir un cadre juridique propice aux investissements des ressortissants djiboutiens et rwandais pour la création de conditions favorables à l'accroissement des investissements effectués par les opérateurs économiques de chaque partie sur le territoire de l'autre. Cet accord permettra de stimuler une coopération économique entre nos deux pays. La deuxième question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de promotion et de protection des investissements avec le Royaume du Maroc. Cet accord avec le Maroc, signé en juillet 2022, vise à encourager et à protéger de manière réciproque les investissements dans les deux pays. La troisième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers définitifs du Fonds de garantie de Djibouti pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Les comptes financiers du Fonds de garantie pour l'exercice 2022 sont arrêtés en équilibre en produits et en charges à 69 247 000 francs Djibouti. Les produits de l'exercice sont constitués des commissions de garantie qui sont légèrement en baisse en 2022 par rapport à l'exercice 2021 et une subvention de l'État constante s'élevant à 69,2 millions de francs Djibouti. Les charges d'exploitation sont constituées des charges de personnel qui connaissent une légère augmentation en 2022. Les autres charges d'exploitation sont en progression aussi et s'élèvent à 17,2 millions de francs Djibouti en 2022 contre 10,8 millions francs Djibouti en 2021. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 du Fonds de garantie de Djibouti. Le budget prévisionnel du Fonds pour l'exercice 2024 est arrêté en recettes et en charges à 81 295 000 francs Djibouti et le budget prévisionnel 2024 donc, du Fonds connaît une augmentation de 15 millions de francs Djibouti. Il passe de 66 millions de francs en 2023 à 82 millions de francs Djibouti en 2024. Le Fonds compte injecter à travers les crédits bancaires 624 millions de francs Djibouti en 2024. Le Fonds va démarrer les activités axées sur le logement abordable étalées sur une période de 5 années et concernant 2700 familles. La cinquième question est relative à un projet de loi portant adoption des comptes financiers 2021-2020 de la Poste de Djibouti. Les comptes financiers 2021 de la Poste de Djibouti sont arrêtés en produits à 496 888 000 francs Djibouti et en charge à 666 236 000 francs Djibouti. Le total des produits connaît une augmentation de 32 millions de francs Djibouti en 2021. Cette hausse donc des produits est liée à l'augmentation des autres produits, notamment de la subvention de Djibouti Télécom, de la subvention de l'Union postale universelle et des redevances perçues sur les licences. Le total des charges s'élève à 646 millions de francs Djibouti en 2021 contre 578 millions de francs Djibouti en 2020. En 2021, la Poste de Djibouti a investi 9,2 millions en aménagement et en construction, acquisition de mobilier et de matériel informatique. La sixième question concerne un projet d'arrêté
portant adoption du budget prévisionnel 2024 de la Poste de Djibouti. Le budget prévisionnel de l'exercice 2024 de la Poste de Djibouti est arrêté en produits et en charges à 662 700 000 francs Djibouti. Le budget prévisionnel de la Poste donc est en augmentation par rapport à celui de 2023. Les recettes prévisionnelles sont en augmentation et les recettes donc prévisionnelles sont constituées de prestations de services. En 2024, la Poste de Djibouti prévoit d'investir 27,5 millions de francs Djibouti en acquisition de logiciels, aménagement et construction. La septième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'École nationale d'études judiciaires pour l'exercice 2024. Et le budget prévisionnel de l'École d'études judiciaires est présenté en recettes et en dépenses à 108 895 000 francs Djibouti. Ce budget prévisionnel de l'École d'études judiciaires connaît une légère baisse en 2024. Les recettes provisionnelles sont constituées des droits de scolarité, 7,5 millions, en baisse de 40% par rapport à 2023, et de la subvention de l'État de 101 millions de francs Djibouti, également en baisse de 2,6%. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 92,6 millions de francs Djibouti en 2024, contre 82,8 millions de francs Djibouti en 2023. L'École d'études judiciaires prévoit de réaliser des investissements de 16,2 millions de francs Djibouti en acquisition d'équipements didactiques et en matériel informatique. L'École nationale d'études judiciaires va poursuivre en 2024 la formation des auditeurs de justice et des greffiers stagiaires démarrée en 2023, ainsi que la formation des élèves notaires et des élèves huissiers. La huitième question concerne un projet d'arrêté portant organisation de la formation continue des élèves notaires à l'École nationale d'études judiciaires. Le présent projet d'arrêté a pour objet de fixer et de définir l'organisation et le contenu du programme de la formation continue des élèves notaires de l'École nationale d'études judiciaires. Le texte prévoit également la durée des formations ainsi que les modalités d'évaluation et de validation. La préparation aux fonctions de notaire est aussi assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnelle en collaboration avec les organisations professionnelles concernées. Ce projet d'arrêté vise à permettre l'émergence d'un corps professionnel parfaitement formé et rodé aux pratiques judiciaires et juridiques. La neuvième question est relative à un projet d'arrêté portant organisation de la formation continue des élèves avocats à l'École d'études judiciaires. Donc le présent projet d'arrêté a pour objet de fixer l'organisation et le contenu du programme de la formation continue des élèves avocats à l'École nationale. Et ce texte vise aussi à prévoir la durée, les objectifs, le programme et les modalités d'évaluation et de validation de la formation. En effet, cette formation débouchera sur l'acquisition de compétences professionnelles à l'exercice de la profession d'avocat. Elle se décline sous forme de cursus pour la formation théorique et d'un module pour la formation de terrain à travers un stage. La 10e question concerne un projet d'arrêté portant organisation de la formation continue des élèves huissiers à l'École nationale des études judiciaires. Ce texte organise la formation continue des élèves huissiers à l'École d'études judiciaires. Cette formation se déroulera sur 7 mois après l'obtention du diplôme universitaire et cette formation sera ouverte aux candidats et qui sera admis par concours. Eh bien, réécoutons le compte-rendu de ce 23e séance des conseils des ministres avec le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Al-Youssouf. Relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, plus connue sous l'acronyme d'ANSSI. Le budget 2024 de l'ANSSI est arrêté en équilibre en produits et en charges à 451 748 043 000 francs Djibouti. Le budget 2024 de l'ANSSI connaît une augmentation en 2024. Les recettes prévisionnelles sont constituées des recettes exceptionnelles liées à l'établissement des accords cadres et de conventions avec le projet Fondement numérique, le ministère de la Solidarité, le PNUD, les prestations de services, les autres recettes et la subvention de l'État. Les principaux postes de dépenses sont les charges de personnel qui passent à 230 millions en 2024 contre 138 millions en 2023. L'ANSSI prévoit d'investir 150 millions de francs dans l'extension du data center et en renouvellement des licences et en renforcement de la cybersécurité par l'acquisition des équipements et des logiciels. Le budget 2024 de l'ANSSI tient compte de la mise en œuvre de plusieurs chantiers, notamment la mise en route du centre des services aux citoyens,
le déploiement d'une solution de gestion ERP pour l'administration et l'appui à la numérisation des archives et le renforcement continu de l'infrastructure réseau et du système donc, de l'État. La 12e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 de l'Agence nationale des personnes handicapées, plus connue sous l'acronyme d'ANPH. Le budget prévisionnel 2024 de l'ANPH est arrêté en équilibre en produits et en charges à 231 millions de francs djibouti. Le budget de l'ANPH est en baisse en 2024. La diminution est liée à l'ajustement du budget sur la subvention accordée à l'ANPH et figurant dans la loi de finances initiale 2023 et reconduite dans la loi de finances initiale 2024. Les dépenses d'investissement en 2024 s'élèvent à 70 millions de francs djibouti et sont destinées essentiellement à l'achat de matériel pour les personnes handicapées. L'ANPH mettra en place, avec les administrations concernées, la création donc de 150 postes budgétaires pour les personnes à besoins spéciaux. La 13e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 du Fonds de soutien du handicap. Le budget prévisionnel 2024 du Fonds de soutien du handicap est présenté en équilibre en produit à 238 millions et en charge à 238 millions de francs djibouti. Le Fonds de soutien du handicap est une initiative visant à soutenir financièrement les programmes nationaux axés sur la prévention, la prise en charge du handicap et l'autonomisation économique des personnes handicapées. Les fonds alloués au fonds de soutien sont constitués de la subvention de l'État, 200 millions de francs djibouti, du fonds de solidarité nationale, 30 millions de francs djibouti, et des produits de la redevance sur les boissons alcoolisées, 8,3 millions de francs djibouti. La 14e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 de la Caisse militaire de retraite, plus connu donc sous l'acronyme CMR. Le budget 2024 de la CMR est arrêté en produits et en charges à 2 960 millions de francs djibouti. Le budget prévisionnel de la CMR est composé des dépenses relatives aux différents types de pensions. En 2024, le budget d'investissement de la CMR s'élève à 40,5 millions destinés aux travaux d'aménagement du bâtiment de la CMR. La 15e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du bilan d'ouverture de la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels, plus connu donc sous l'acronyme de la CAM. Le bilan d'ouverture de la CAM est arrêté en actif à 2 121 millions de francs djibouti et en passif à 2 121 millions de francs djibouti, dont dotation en capital de 832 millions de francs djibouti. Suite aux recommandations des auditeurs, la CAM présente un bilan d'ouverture qui recense l'ensemble de ses actifs passifs et passifs. La 16e question concerne donc un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 du Centre hospitalier universitaire de Djibouti, plus connu donc sous l'acronyme de CHU de Djibouti. Le budget 2024 du CHU est présenté en produits et en charges à 5 161 millions de francs djibouti. Il s'agit du premier budget présenté par le nouvel établissement issu de la fusion de 5 établissements hospitaliers, à savoir l'hôpital Général Pelletier, l'hôpital Cheikho, l'hôpital Dr Chakib, la maternité Dar el-Hannan et le Centre national de reproduction Husseina. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 4,5 milliards de francs. Le budget d'investissement du CHU s'élève à 586 millions de francs djibouti. La 17e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 du Laboratoire national d'analyse alimentaire. Le budget de la LANA 2024 est présenté donc en produit à 411 millions et en charge à 358 millions de francs djibouti. En 2024, le laboratoire prévoit d'investir 56 millions de francs djibouti dans la construction et l'extension du bâtiment administratif, dans des installations et l'acquisition de matériel de laboratoire. Dans le cadre de ces missions, le laboratoire a ainsi réalisé plus de 2500 types d'analyses en 2023. La 18e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 de l'Agence nationale de la météorologie. Le budget 2024 de l'Agence de la météo est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 228 millions de francs djibouti. Le budget d'investissement de l'Agence nationale de la météo s'élève à 43 millions et porte sur l'acquisition de 5 stations automatiques pour la météo maritime, l'achat de 20 pluviomètres et l'achat de matériel informatique. L'agence météo prévoit également l'acquisition du système Synergie Messire Vision nécessaire donc à la visualisation des données. La 19e question concerne un projet d'arrêté portant approbation
du budget prévisionnel du Diwan al-Zakat pour 2024. Le budget 2024 du Diwan est présenté en équilibre et en recette à 444 millions de francs djibouti. Le budget d'investissement s'élève à 4,9 millions de francs djibouti. À ce jour, 1525 orphelins bénéficient du programme de parrainage financé par des bienfaiteurs nationaux pour un montant de 91 millions de francs djibouti par année. La 20e question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2024 de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. Donc le budget de la SIHD 2024 est arrêté en produit à 54 milliards 700 millions de francs djibouti, donc et en charge à 53 milliards 900 millions de francs djibouti et prévoit un résultat prévisionnel de 766 millions de francs djibouti. En 2024, la SIHD prévoit la poursuite de projets de construction d'un site de stockage multiproduits dans la zone industrielle de Damerjog, le projet d'importation de bitume et le projet d'implantation d'une raffinerie dans le cadre d'un partenariat public-privé. La 21e question donc est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2024 de l'Agence nationale pour la promotion du sport. Le budget 2024 de l'Agence du sport est présenté en équilibre et en recettes, donc en recettes et en dépenses à 131 millions de francs djibouti. Le budget d'investissement de l'agence donc s'élève à 31,4 millions de francs djibouti. Cette hausse s'explique par la nécessité de procéder au renouvellement pour le stade Hassan Goulet et l'acquisition de différents matériels et de construction d'un certain nombre de locaux. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, qui a reçu dans la matinée d'aujourd'hui M. Harakeshi, nouvel ambassadeur du Japon auprès de la République de Djibouti. Au cours de cette audience, la coopération entre le Japon et la République de Djibouti était au cœur des échanges entre les deux hommes. Cette visite, qui est également une prise de contact, s'inscrit dans la démarche du nouvel ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti. En amont des discussions, l'hôte du jour a tenu à exprimer au président de l'Assemblée nationale toute la gratitude du peuple japonais pour son soutien constant et ferme à leur égard depuis le début. Par ailleurs, l'entretien a porté sur l'examen des relations de coopération existantes entre les deux pays et moyens de les renforcer davantage. L'audience s'est tenue en présence du directeur du cabinet du président, M. Idriss Mohamed Ahmed, de M. Amman Mohamed Jama, directrice de l'expertise juridique et économique de l'Assemblée nationale, et de M. Yamamoto Yuma, deuxième secrétaire chargé de la section politique culturelle à l'ambassade du Japon. Ainsi, le président de l'Assemblée nationale a indiqué que la République de Djibouti a toujours considéré le Japon comme un partenaire de premier plan avec lequel devrions approfondir notre partenariat, a-t-il indiqué, stratégique dans tous les domaines tels que l'économie, le commerce, l'investissement et surtout l'échange entre les peuples. C'est fait également une opportunité pour le nouvel ambassadeur de passer en revue l'état de coopération bilatérale et de saluer sa vitalité. Elle a surtout été le lieu pour le diplomatie japonais, à part de sa volonté d'œuvrer pour consolider les acquis et enregistrer des nouveaux succès. Tout à fait autre chose cette fois-ci, où la salle de réception de l'état-major général de la gendarmerie nationale a abrité hier une cérémonie de remise de galons et d'insignes aux nouveaux officiers de police judiciaire de la promotion 2021-2023. Cet événement, qui a été coprésidé par le substitut du procureur général Ibrahim Hussein Waïs et le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a vu la présence de M. Hassan Mohamed Hassan, procureur de la République, et de M. Mahdi Abdiraghi, substitut du procureur de la République, de Mme Fouzia Ali Ousmane, directrice de la famille auprès du ministère de la Femme et de la Famille, de Mme Sahar Hassan Ali, coordinatrice de la cellule d'écoute de l'UNFD, ainsi que plusieurs officiers de la gendarmerie. C'est ainsi que 9 gendarmes qui ont finalisé 2 ans de formation sur le droit et la procédure en matière pénale, ainsi que la pratique de la qualification d'OPJ au sein des unités judiciaires. À l'issue de cette longue formation, un examen technique corrigé à la fois par les officiers de la gendarmerie et le parquet général a permis de retenir les 9 lauréats qui vont désormais prendre en main les responsabilités liées à cette nouvelle qualité. Suite au discours du chef d'état-major de la gendarmerie nationale et celui du substitut du procureur général, les nouveaux OPJ ont reçu leur diplôme insigne et galant de la main des officiers présents. Écoutons à présent le discours
Propos du colonel Zakaria Hassan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, lors de la cérémonie de remise de galons et d'insignes aux nouveaux officiers de police judiciaire de la promotion qui s'est tenue hier. Représentant le procureur général, monsieur le procureur de la République, madame la représentante de l'UNFD, officiers, sous-officiers, gendarmes, chers stagiaires. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de remise diplôme et d'insigne de la promotion 2021-2023 d'OPJ qui a complété avec succès les 2 années de formation. Cette journée marque un moment important de vos carrières car elle symbolise votre ascension vers de nouvelles responsabilités au sein de notre institution. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer, monsieur le représentant du procureur général, ma profonde gratitude pour avoir accepté de présider cette cérémonie. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez aux nouveaux officiers de police judiciaire et à la confiance placée en eux en tant que futurs acteurs clés de la justice pénale. Nous sommes honorés de bénéficier de votre soutien et de votre guidance. Chers récipiendaires, je tiens à vous féliciter pour l'engagement et la détermination dont vous avez fait preuve tout au long de cette formation exigeante. Au cours de ces stages, vous avez été confrontés à des défis complexes, à des situations réelles qui ont mis à la preuve vos compétences et vos capacités à prendre des décisions éclairées. Vous avez fait montre de professionnalisme, d'intégrité et de respect des principes fondamentaux de la justice. Votre persévérance et votre volonté de servir et de protéger la société sont louables. J'aimerais, comme je l'ai fait avec vos aînés, vous mettre en garde contre les revers de l'exercice de la police judiciaire, car vous êtes désormais appelés à servir nos brigades territoriales. Les pouvoirs immenses que vous confère votre qualité d'OPJ, telles que les mesures coercitives de liberté, de perquisition et de saisie, ne doivent pas vous tenter. Vous devez constamment faire preuve de discernement, de discipline et du professionnalisme propre à notre noble institution. Voici à présent les propos du substitut du procureur général Ibrahim Hussein Ouass lors de la remise des galons de 9 gendarmes qui ont finalisé 2 ans de formation sur le droit et la procédure en matière pénale ainsi qu'à la pratique de la qualification d'OPJ au sein des unités judiciaires. J'ai l'immense plaisir d'assister aujourd'hui avec vous à la cérémonie de remise de diplôme d'OPJ de la promotion 2021-2023. Le 9 récipiendaires de cette promotion ont suivi cette formation inhérente à la qualification d'OPJ durant 2 ans. Dans l'usage de pouvoirs immenses rattachés à votre nouvelle qualité d'OPJ, vous avez entre vos mains la liberté des gens, la perquisition, surtout la liberté qui est fondamentale dans la procédure pénale. Je vous exhorte donc à faire preuve d'intégrité, de professionnalisme et d'abnégation. D'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au sein de la grande famille judiciaire. Je vous rappelle l'importance de votre rôle en qualité d'OPJ. Vous êtes le premier maillon de cette chaîne pénale. Votre interlocuteur privilégié dont vous aurez à traiter, ne serait-ce que le parquet en général, et plus particulièrement le parquet du tribunal de première instance, la porte d'entrée de notre juridiction. Alors, je vous demande à ce que votre procédure soit exemplaire. Donc, tout ce que vous avez acquis durant ces 2 ans doit être mis à l'épreuve. Et faire attention à tous vos actes et gestes pour ne pas entraver. Aujourd'hui, le diplôme, ce diplôme qui représente surtout le début de votre carrière et qui aura une conséquence à votre fin de carrière. Je vous exhorte donc, je vous rappelle l'importance de cette mission qui vous est confiée aujourd'hui. Cette mission est lourde. Donc, vous devriez avoir en tête, dès le début de la procédure, à ce que les qualifications dont vous ferez l'objet soient le plus proches de la réalité dont vous êtes vous-même convaincu. Une qualification adéquate faite en amont nous facilitera la tâche présentée devant le parquet.
Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi l'Institut de la statistique de Djibouti qui a procédé ce matin au lancement officiel de la phase pilote de la 3e recensement général de la population et de l'habitat. Quelques quarantaines d'agents composés des agents, des recenseurs, des contrôleurs et des superviseurs ont été déployés dans les différentes communes de la ville de Djibouti et dans les différentes régions et sous-préfectures, notamment à Ali Sebiya, Arta, Dikil, Obok et Tadjoura. Eh bien, cette phase pilote est un essayage pour le dénombrement général de la population. Elle permet de tester, entre autres, les équipements utilisés tels que les tablettes et autres, ainsi que les stratégies déployées pour exécuter ces travaux de 3e recensement général de la population et de l'habitat. En général, qui est prévu en avril 2024, cette phase pilote dont l'objectif est de tester nos outils de collecte ainsi que nos méthodologies et nos stratégies de communication, mais aussi nos stratégies nos logistiques en fait, notre façon de se déployer dans le terrain. Pour le pilote, nous avons sélectionné quelques zones pilotes, notamment chaque quartier résidentiel mais aussi populaire. Et dans les régions d'intérieur également, on a pris quelques sous-préfectures. L'objectif de cette phase pilote, comme je disais tout à l'heure, c'est de tester, mais nous voudrions exactement le soutien de tous les peuples djiboutiens et de tous les citoyens djiboutiens pour accueillir nos agents recenseurs et d'accueillir des informations très précises et qui reflètent la réalité des Djiboutiens. Centré à présent dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de lutte contre le VIH-Sida, le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, ont mené durant les mois de décembre des activités de mobilisation et de sensibilisation de masse dans les différents centres de développement communautaire. Pour célébrer la Semaine nationale de lutte contre le VIH-Sida, la direction des programmes de santé prioritaires à travers le programme de lutte contre le sida avait organisé une campagne de mobilisation et de sensibilisation à l'attention des jeunes, placée sous le thème 20 ans arrivés en République de Djibouti. Des centaines de jeunes ont bénéficié de cette campagne d'information. Pour rappel, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, avait lancé au Palais du Peuple le coup d'envoi des activités de la Semaine nationale de lutte contre le VIH-Sida en République de Djibouti. L'objectif est simple de ces séances et d'information était avant tout pour informer les jeunes sur les voies de transmission et les moyens de prévention du VIH-Sida. L'accent a été mis notamment sur la promotion du dépistage du VIH-Sida. Le ministère de la Santé vise à travers toutes ces activités de prévention et de promotion durant cette semaine. Direction le nord du pays où l'association des femmes obokoises pour le développement a organisé un atelier à mi-parcours du lancement du projet de renforcement de l'engagement communautaire dans la lutte contre la malnutrition dans la salle de réunion du conseil régional d'Obok. Ce projet est financé par l'UNICEF avec le fonds du gouvernement du Japon et mis en œuvre par la FAUD en collaboration avec le ministère de la Santé à travers le CMH d'Obok et les programmes nationaux de nutrition. Cet atelier a vu la participation du préfet d'Obok, du président du conseil régional d'Obok, du représentant adjoint de l'UNICEF Djora et la secrétaire générale de la FAUD. L'atelier a été l'occasion pour le coordinateur du projet de l'association des femmes de présenter les résultats en appui à la prévention de la malnutrition dans les 7 localités ciblées par le projet, à savoir Andoli, Haouli, Fantahirou, Moulouhlé. Également, il a été discuté sur le suivi de la prise en charge des enfants souffrant des situations et également aux participants de commenter des résultats en mettant en exergue les projets aux différents participants prise en charge de la malnutrition, vaccination et enregistrement des naissances et d'insister sur le rôle crucial des organisations communautaires. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé aujourd'hui que le bilan de l'agression israélienne sur la bande de Gaza s'est alourdi à 20 674 morts contre 54 536 blessés depuis le 7 octobre dernier. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du ministère de la Santé palestinien, Achraf Al-Qudra, lors d'une conférence de presse. Rappelons qu'à l'aube du 7 octobre, les forces israéliennes ont lancé l'opération contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux saints, en particulier Al-Quds, à Jérusalem-Est occupée. On reste toujours au Proche-Orient
ou des immeubles calcinés dans les ruines est un spectacle chaos témoigne de la violence des frappes d'Israël sur Gaza. L'État hébreu a l'intention d'intensifier son offensive sur l'enclave palestinienne, moment choisi par l'Égypte pour suggérer un plan de sortie de crise en 3 phases qui devrait mettre définitivement fin au conflit, selon une source diplomatique égyptienne, sauf que la proposition semble avoir peu convaincu les belligérants. La première phase consisterait à une trêve de 2 semaines. La deuxième phase se constituerait autour d'un dialogue national palestinien sous l'égide de l'Égypte. L'objectif serait de mettre fin à la division en factions et spécialement l'autorité palestinienne de la résistance Hamas afin de former un gouvernement en Cisjordanie à Gaza chargé de veiller à la reconstruction à l'enclave et de préparer des élections parlementaires et présidentielles. La troisième phase comprendrait un cessez-le-feu total puis la libération des derniers otages. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.